Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, aller-retour pour la mort. 2 amants retrouvés criblés de balles dans une maison de Saint-Maur près de Paris, c'est la première scène d'une incroyable machination criminelle. Le mercredi 29 juillet 2020, c'est le 2e jour qu'Aurélie, 43 ans, cadre dans une entreprise et mère célibataire de 3 enfants, ne se présente pas à son travail. Elle n'a prévenu personne, et ça ne lui ressemble pas. Son employeur tente de la joindre à plusieurs reprises, sans succès. Inquiet, il finit par prévenir la mère d'Aurélie. Denise, retraitée, a les clés de l'appartement de sa fille. Il est situé juste à côté du sien, en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés. Vers 11h, elle décide de s'y rendre. L'appartement est au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble du 14 rue de la Varenne, un quartier résidentiel. Denise comprend vite, en arrivant devant la porte, que quelque chose ne va pas. Un trousseau de clés, qui est d'habitude rangé ailleurs, est posé sur un tabouret devant l'entrée. Et alors qu'on est en pleine journée, les lumières sont allumées. Mais c'est au sous-sol, aménagé en chambre, que Denise va faire l'horrible découverte. Le corps de sa fille, sur le lit, nu, enlacé avec celui d'un inconnu, lui aussi nu. Les deux ont été criblés de balles. Denise ressort de l'immeuble et appelle à l'aide. 2 voisins, qui entendent ses hurlements, rejoignent la retraitée. En état de choc, elle parvient à expliquer la situation. Les 2 voisins la suivent alors et découvrent, comme elle, les 2 cadavres, ensanglantés sur le lit. Ils appellent le commissariat de Saint-Maur-des-Fossés. Quand les policiers arrivent sur place, ils ne constatent aucune effraction. Pas de vol, pas de désordre non plus. Seulement des traces de sang, un peu partout dans l'appartement. Au total, une 20aine de balles ont été tirées sur les 2 amants. Damien, la première hypothèse, c'est qu'un des 2 amants a tué l'autre et s'est suicidé ensuite. Hypothèse assez classique en la matière, mais ici très vite écartée. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas d'arme à feu sur place, dans la pièce et dans l'appartement, et donc le tueur ne peut pas l'avoir rangée ou fait disparaître avant de l'utiliser. Dans la chambre, les enquêteurs trouvent des traces que le tueur ou les tueurs auraient pu laisser. Alors, ils vont trouver beaucoup de choses dans la chambre. D'abord, ils vont ramasser au total 18 étuis de munitions de calibre 9 mm, donc 18 douilles en réalité. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de traces de sang plus ou moins importantes. Alors, beaucoup plus évidemment sur le lit et à proximité du lit, mais aussi sur un certain nombre de murs et même une trace glissée sur une porte. Ça veut dire que on est vraiment sur une main qui aurait pu, avec du sang dessus, qui aurait pu venir pousser ou fermer une porte. Donc il y a des prélèvements évidemment qui sont effectués de manière très précise sur tous ces traces qui sont récupérées dans la pièce, dans la chambre et sur la porte, mais il n'y a pas moyen en tout cas d'extraire d'ADN de cette fameuse trace de main ensanglantée sur la porte. Denise, la mère d'Aurélie, confirme aux policiers qu'elle ne connaît pas l'autre victime et qu'elle ne connaît pas non plus de relation amoureuse en ce moment à sa fille. Tout à fait. Alors elle est incapable de dire aux policiers qui est l'homme qui est enlacé mort avec sa fille dans le même lit, mais en fait ça va pas être un mystère très compliqué à élucider puisque les enquêteurs vont retrouver très vite dans la chambre, dans les vêtements de ce monsieur, ses documents d'identité. Ils apprennent donc qu'il s'appelle Christophe, il a 42 ans et il a une voiture puisqu'il retrouve une carte grise à son nom dans une des poches de ses vêtements. Il est propriétaire d'une Peugeot 308. Pareil, ils vont la retrouver assez rapidement, elle est garée devant l'immeuble d'Aurélie et sur le pare-brise de cette voiture, élément très important, il y a 2 contraventions. La première a été dressée le mardi 28 juillet à 10h56, la seconde le lendemain, le mercredi 29
à 10h23. Et dans la voiture, dernier élément un peu temporel, il y a un ticket de parking qui provient d'un parking de Vincennes, dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire juste à côté de Saint-Maur. Donc, pour être très clair, la voiture, la 308, elle sort du parking à Vincennes à 21h44, donc en fin de soirée le lundi 27, et à partir du lendemain, le mardi 28 juillet, en fin de matinée, elle prend une contravention, ça veut dire que la voiture, elle ne bouge plus à partir du mardi 28 juillet au matin. Et ça vient donner une indication supplémentaire au fait qu'Aurélie, elle est allée à son travail le lundi, mais pas le mardi. Donc la voiture ne bouge plus à partir du mardi et Aurélie ne va plus à son travail à partir du mardi. Ça laisse donc penser que les deux amants ont été tués dans la nuit du lundi au mardi, indication d'autant plus importante que l'autopsie, elle, ne permet pas d'arriver à une date aussi précise. Par chance, les 3 filles d'Aurélie, âgées de 10, 9 et 7 ans, ne se trouvaient pas dans l'appartement. À ce moment-là, elles sont en vacances chez leur père, aux États-Unis, dans le Colorado, depuis la fin du mois de juin et pour 6 semaines. Aurélie est donc seule en ce début d'été et elle en profite pour faire des rencontres. Le lundi 27 juillet, en sortant du travail, elle boit un verre avec des collègues. À 19h30, elle quitte la table et informe une de ses collègues, dont elle se sent un peu plus proche que les autres, qu'elle doit retrouver un homme. Un certain Christophe, avec lequel elle a échangé quelques messages sur le site de rencontre Adopte un mec. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à dîner ensemble, dans une brasserie d'une ville voisine, Vincennes. Un ticket de carte bleue en atteste. Après le repas, le couple part ensemble chez Aurélie. Christophe est lui aussi un papa séparé. Âgé de 42 ans, informaticien chez Canal+, il est décrit par son entourage comme quelqu'un de doux, calme, plutôt du genre à fuir les conflits. Au fur et à mesure qu'ils en apprennent plus sur les personnalités des deux victimes, les policiers comprennent de moins en moins ce dossier. Devant un crime d'une telle sauvagerie, ils pensaient avoir affaire à des gens qui évoluaient dans le milieu du banditisme, qui étaient impliqués peut-être dans le trafic de drogue et victimes d'un règlement de compte. Mais Aurélie et Christophe sont très éloignés de ces profils-là. Damien, les perquisitions menées chez Aurélie et chez Christophe ne donnent rien. Chez Christophe, rien d'utile n'est trouvé pendant ces perquisitions. Au domicile d'Aurélie, les policiers vont récupérer son sac à main dans lequel ils trouvent un ticket de carte bancaire en date du 27 juillet 2020 à 21h23 qui provient de la brasserie à Vincennes, le Cerf, où elle est allée dîner avec Christophe. Cette brasserie, elle se situe à 10 minutes à peine à pied de la brasserie Le Petit Deauville, qui est, elle, située à Montreuil. C'est là où Aurélie avait pris un verre avant avec ses collègues de travail. La vidéosurveillance de ces établissements n'apporte pas non plus d'éléments. Pas d'éléments, si ce n'est qu'il n'y a vraiment rien qui laisse penser sur les captures, sur les images que les policiers peuvent consulter, rien qui laisse penser que les deux amants se sont disputés ou même ont été suivis ou indifférents avec un autre client, rien du tout de tout ça. On voit qu'ils s'embrassent puis qu'ils quittent la brasserie. À aucun moment, ils ne sont évidemment pas inquiets puisqu'ils s'embrassent et en plus, ils n'ont pas l'air d'être suivis ou en tout cas d'être accompagnés d'une autre personne. Il s'avère qu'ils n'ont même pas vraiment d'ennemis, ni l'un ni l'autre. Oui, lorsque les policiers vont examiner leur entourage, ils découvrent vraiment des personnes qui sont pas du tout, qui n'ont pas d'ennemis au point d'en arriver à un crime pareil, avec une telle sauvagerie, l'utilisation d'une arme à feu, plusieurs projectiles. Donc c'est vraiment des victimes au profil plutôt lisse. On l'a dit aussi, il n'y a pas de lien avec un trafic quelconque, un trafic de drogue ou autre chose, pas de relation problématique. Mais quand même, les policiers s'aperçoivent que Aurélie, de son côté, elle rencontre quand même quelques problèmes depuis plusieurs années avec le père de ses 3 filles dont elle est séparée, un certain Charles Dietrich. Donc les policiers vont s'intéresser à ce Charles Dietrich. Naturellement, les policiers se renseignent sur Charles Dietrich. Cet Américain de 44 ans vit aux États-Unis, dans le Colorado, et a partagé la vie d'Aurélie pendant près de 10 ans. Et il ne croit pas qu'il pourrait être impliqué dans la mort des victimes. Il est en ce moment aux États-Unis avec les enfants et n'a a priori rien à voir avec ce drame. Un sentiment partagé par Denise, la mère d'Aurélie. Pour elle aussi, l'implication de son ancien gendre dans cette affaire est improbable. Quelques semaines avant le meurtre seulement, le samedi 27 juin, alors que Charles était venu chercher les filles en France,
ils ont fêté tous ensemble, chez elle, l'anniversaire de la plus jeune. Et hormis quelques tensions qui n'ont rien d'extraordinaire dans un contexte de séparation, tout s'était très bien passé. Denise raconte aussi que quand elle a appelé Charles sur Skype pour le prévenir de la terrible nouvelle, il a fondu en larmes. Vraiment, elle n'imagine pas qu'il puisse être mêlé au crime sauvage dont sa fille a été victime. Interrogée par les enquêteurs sur la relation qu'entretenaient Charles et Aurélie, Denise apporte plus de détails. Leur histoire commence par un coup de foudre, en juin 2007, 13 ans plus tôt, à New York. Elle est française, lui est américain. Un paramètre qui pourrait les obliger à être éloignés et qui pourrait compliquer leur histoire. Seulement 13 jours après leur rencontre, donc, ils se marient. Leur vie de couple semble heureuse. Ils restent aux États-Unis et accueillent leurs 3 filles. Mais en 2014, 7 ans après leur rencontre, le couple bat de l'aile. Alors, Charles et Aurélie décident de prendre un nouveau départ, à Saint-Maur, près de Paris cette fois. Et ils s'installent chez Denise. Damien, malgré ce changement de vie, les relations entre Aurélie et Charles ne s'améliorent pas. Le changement de continent n'y fait rien. Surtout, Charles ne se fait pas du tout à la vie en France près de Paris. Il ne parle pas le français, il ne trouve pas de travail. Et donc, quelques mois plus tard, il retourne vivre seul aux États-Unis. Aurélie, elle, reste à Saint-Maur avec les 3 enfants. Et peu de temps après, en août 2015, elle demande le divorce. Depuis sa séparation, les enquêteurs apprennent qu'elle a eu d'autres histoires. En réalité, en interrogeant certains proches d'Aurélie, ils savent qu'elle a eu 2 histoires qui ont vraiment compté après sa séparation avec Charles. Et donc, de la même manière qu'ils se sont intéressés à Charles, qui est le père des filles d'Aurélie, ils vont s'intéresser à ces 2 ex, qui sont donc des relations assez récentes. Mais en regardant le bornage téléphonique de ces 2 hommes, ils s'aperçoivent que le soir des faits, le soir prétendu des faits, ces 2 hommes sont très loin de Paris, l'un est même dans le sud-ouest, du côté d'Arcachon, et que au moment où les corps sont retrouvés, au moment où les meurtres sont commis, ils ne peuvent pas être physiquement à Saint-Maur. Le vendredi 31 juillet, 2 jours après la découverte des corps, un élément vient bouleverser l'enquête. Cet élément, c'est un coup de téléphone. Il est passé depuis les États-Unis, depuis San Francisco en Californie. C'est un proche de la famille de Charles, et il va révéler une confidence que Charles lui a faite quelques jours plus tôt. Il lui a dit « Je viens de faire un aller-retour en France ». Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Aller-retour pour la mort. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.